Autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, avec ces idées de paladin. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois. À nous, aux souvenirs que nous allons faire, à la vie. Une soirée sous les tropiques. Une soirée très loin de l'Europe. Une soirée en France. Avez-vous la mission de défendre et de promouvoir la culture française? Nous sommes une des bases avancées de la culture française, c'est bien évident. Nous sommes dans un département français. On ne nous accuse pas d'être une télévision blanche, parfois? On nous accuse d'être une télévision française. Pour moi, ça n'est pas un reproche. En effet, plus de 80% des programmes de FR3 Martinique viennent de Paris. C'est ici que l'île reçoit notamment chaque jour par satellite, à 7000 km de la métropole, des images d'actualité. L'indicatif des programmes, c'est la Marseillaise. Est-ce que vous chantez la Marseillaise? On nous a appris ça à l'école, mais maintenant, on pense que la Marseillaise, c'est le symbole de la France colonialiste, je ne pense pas. La Marseillaise accueillie par les jeunes dans les rires comme le symbole de la France colonialiste. Nous sommes réellement à un océan de distance du concept de département d'outre-mer. Un concept créé au lendemain de la guerre, voici 34 ans, et qui devait faire des Martiniquais des Français à part entière. Ainsi du moins, les aînés l'ont-ils compris. Est-ce que vous vous sentez française? Oui. Et vous, monsieur? Oui. Et on est digne d'être français. Parce qu'on a toujours sauvé la patrie. Et peut-être mieux que les Français eux-mêmes. Et vous vous sentez en même temps martiniquaise? Oui. Et ça va bien ensemble? Oui. On est affiliés simplement. On est affiliés, nous pensons qu'on est sûr que nous sommes des Français martiniquais. Ils sont morts hier comme de braves blancs pour la France. Mais qui, devant ces pâles monuments, se souvient que 9 Martiniquais sur 10 sont des Noirs et des mulâtres? Aujourd'hui, rien ne paraît avoir changé puisque France Antilles, l'unique quotidien d'information de l'île, pose cette question capitale. Quel était l'âge de Jeanne d'Arc en 1425? Joséphine de Beauharnais, alias Madame Napoléon Bonaparte, née dans l'île, il est vrai, les pieds nickelés et même James Bond. Devant tant d'éclectisme, le lecteur de province n'est pas dépaysé. Et oui, aux yeux de Paris, la Martinique, c'est la province. Et comme à Paris ou en province, lorsque les lycéens sont mécontents, ils descendent dans la rue pour protester. Ils contestent la France à la française. Ils ont moins de 20 ans et leur génération représente plus de la moitié de la population de la Martinique. Il y a le sport rituel et stimulant de la manif, il y a aussi la bagnole et le club de foot. Et l'inconscience de certains souvenirs. Au petit marché du dimanche, bien français lui aussi, vient s'ajouter une couleur, celle de la langue créole.
ce patois, comme l'appellent les Français de la métropole qui ne le comprennent pas. Présence de la foi, triomphe de la France. Écoutez ces 4 alexandrins gravés voici quelques années dans le socle de cette croix. Par ce signe sacré, la Martinique un jour devint terre de France et fille de l'Église. À la France fidèle et à son Dieu soumise, elle dit par la croix son séculaire amour. Les Martiniquais ont appris à compter en nombre d'âmes la population de leur village. Les habitudes françaises sont ici réellement séculaires. L'histoire le confirme, puisque c'est en 1635 que pour la première fois, les Français plantèrent une croix sur le sol de cette île, avec mission de la coloniser. Importés d'Afrique par les marchands d'esclaves au cours des siècles qui suivirent, les Noirs durent bien se plier au goût parisien. Ainsi qu'y a-t-il de plus quotidien, de plus banal, de plus essentiel que la baguette de pain pour le Français moyen? Certaines réalités, quand vous faites avaler, sont parfois difficiles à digérer. Il faut bien les prodiges du droit pour que le soleil de France puisse se coucher à ce rythme et dans la mer des Caraïbes pendant que s'éveille le chant de la nuit tropicale. En un mot, c'est l'Europe sous les tropiques. Le refrain n'est pas de nous, mais de la Chambre de commerce de la Martinique, qui propose aux foules le montage audiovisuel que voici. Comment investir en Europe sous les tropiques? Une seule réponse, la Martinique. Guanacaera pour les Caraïbes, Madinina pour les Espagnols. La Martinique, l'île aux fleurs, est située dans l'océan Atlantique, au milieu de l'arc Caraïbe, au carrefour des 2 Amériques, de l'Europe et de l'Afrique. Île au peuplement multiracial, où tous les hommes sont frères, la Martinique, habitée par une population jeune, saine, imaginative, est un creuset culturel où néanmoins domine la présence française. Et ainsi de suite. Le boulevard du Général de Gaulle, le voici. La présence française domine en effet. Les passants sont noirs, mais les modèles sont blancs, comme pour les monuments. Très blanche aussi, la préfecture. En 1946, les Martiniquais ont accueilli la loi d'assimilation, donc le statut de département, comme une promotion au sein de la République française. Fini la colonisation. Paris leur disait, désormais vous êtes comme nous. Liberté, égalité, fraternité. À un détail près cependant, ce n'étaient pas les Blancs qui devenaient des Noirs, mais les Noirs qu'on assimilait aux Blancs. Par la suite, fait exceptionnel, cette île département de 340 000 habitants est devenue à elle seule une région. Et c'est derrière cette curieuse façade, dessinée sans doute à Paris, que monsieur le préfet trouve une deuxième casquette, celle de préfet de région, pardi. Monsieur le préfet, le voici. Il fonctionne à 7000 km du gouvernement et des ministères. C'est lui tout de blanc vêtu qui sert de courroie de transmission du pouvoir entre Paris et cette Martinique à la fois départementalisée et régionalisée. La plupart des décisions politiques ou administratives sont prises à Paris. Très schématiquement, nous avons, pour prendre les décisions politiques, 3 députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Ces 3 députés siègent au milieu de 480 députés. Bon, donc ils peuvent difficilement avoir une influence quelconque sur les décisions qui sont prises. De plus, lorsque les questions qui concernent la Martinique sont évoquées, la plupart du temps, les autres députés français ne sont pas intéressés et donc ne se trouvent pas dans la salle à ce moment-là. L'avenir de ces pays d'outre-mer, c'est quoi, monsieur le secrétaire d'État? Ce n'est pas faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas se rassurer en ressassant quelques formes. Figure de proue, parmi les 3 députés de la Martinique, Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, poète de renommée mondiale, l'un des chantres de la négritude. Préparer
Un avenir pour les départements d'outre-mer, c'est d'abord et prioritairement arrêter le dépérissement économique des îles. C'est stopper le processus qui les mine et les conduit insensiblement, mais inéluctablement, à la ruine et à la catastrophe. En tout cas, à vrai dire... La ruine, la catastrophe. Cette voix universellement appréciée dans les milieux littéraires, cette voix prophétique pour les gens de couleur francophone de tous les continents, combien l'écoutent réellement ici, dans cet hémicycle, à Paris? Hélas. La parole est à Monsieur Lagourgue. La ruine, la catastrophe. Césaire le poète connaît l'exact poids des mots. Est-ce là le cri de Cassandre? Et pendant ce temps, à 7000 km, outre-mer, à Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique, on travaille. Inconscience, légèreté? Non. C'est avec le plus grand sérieux qu'on joue du Strauss sur des fûts de métal. Fichtre, n'oubliez pas, c'est la France et la communauté européenne sous les tropiques. La communauté européenne sous les tropiques. Quand on aborde les problèmes économiques et sociaux, c'est une autre chanson. Un exemple, les plantations d'ananas. Elles sont la propriété exclusive des quelques rares familles blanches établies depuis plusieurs générations dans l'île. Lorsque nous arrivons, la récolte vient de commencer. Pour les travailleurs noirs, ce sont les jours fastes de plein emploi. Vous travaillez à peu près combien de journées pendant une récolte? 5 jours. Pendant une récolte, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Et vous pendant arrivez... la récolte. Arrière récolte, on travaille 3 jours à tour de rôle. 2 jours, 3 jours à tour de rôle. Et vous arrivez à gagner combien pendant une journée? Pendant une journée, ça fait combien? 70. 70 francs. 70 francs avec de la monnaie. Ça change d'une journée à l'autre? Non, c'est toujours la même chose. 354. 358 francs par semaine. Et vous arrivez à vivre avec ça pendant l'année ou vous devez faire encore autre chose? Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de travail. On ne peut pas faire autre chose. C'est votre seule activité? Oui, c'est seule activité. Non, mais parce que les gens dehors, À la maison, chez eux, ils font un peu de tout. Quand ils arrivent chez eux, ils font un peu ce qu'on appelle le jardin créole, planter des légumes, sous le chini, niam. Après ça, ils font un peu d'élevage de poules, de lapins, ou bien des cochons, machin comme ça. Ces femmes, ces hommes, aujourd'hui ouvriers agricoles français, sont des arrière-petits-enfants d'esclaves. Et l'ananas est devenu une culture du tiers-monde, en terre dite européenne. Hier, on aurait dit « voilà le maître ». Aujourd'hui, c'est le patron. Monsieur Bertrand, 28 ans. Un béquet, c'est-à-dire un blanc né de blancs établis depuis plusieurs générations dans l'île. Un descendant donc des colons de jadis. Quelle est la surface totale de la plantation d'ananas? Environ 240 hectares. Et c'est la plus grande de l'île? C'est la plus grande plantation d'une seule pièce, oui. Et l'ananas que vous cultivez là n'est pas exporté sous forme naturelle, il est exporté sous forme de conserve. Il est mis en conserve à la Socomore, une coopérative qui est à environ 15 km d'ici. Toute la récolte? Toute la récolte, intégralement. C'est donc une denrée d'exportation à 100%. Disons qu'il y a quelques boîtes, une fois mises en boîte, il y a une partie des boîtes qui sont vendues ici, mais enfin ça va pas loin, environ quelques pourcents. L'ananas pour l'exportation en conserve. Exemple parfait de ces grandes monocultures industrielles dont on découvre à la longue qu'elles sont pour une terre de fausses richesses parce qu'elles menacent d'affamer les populations qui y travaillent.
le salaire minimum garanti n'atteint toujours pas à la Martinique, en dépit des promesses, celui de la métropole. Même à ces conditions particulières et frustrantes pour le travailleur martiniquais, l'ananas antillais soutient très difficilement la concurrence des fruits qu'exporte par exemple la Côte d'Ivoire, où les salaires sont encore bien inférieurs. C'est donc à coup de subventions qu'on rétablit perpétuellement l'équilibre sur le marché européen. Des subventions qui soutiennent les conserves d'ananas, mais pas l'ouvrier. Voilà ce qu'il faut appeler le malaise du tiers-monde surdéveloppé. Pour la banane, c'est encore pire. Quant à la canne à sucre, symbole hier de la Martinique opulente, elle se heurte désormais à la double concurrence des plantations du tiers-monde à très bas salaire et de la betterave sucrière qui prospère en Europe. Pays de cocagne autrefois, l'île aujourd'hui importe du sucre. C'est le désastre. On comptait une trentaine d'usines en activité jadis. Il en reste à peine 2 de nos jours. Fort-de-France, le port. Puisque dans le cadre européen, les plantations tropicales sont de moins en moins rentables, c'est dans le commerce que les grands propriétaires de l'île ont choisi désormais de se reconvertir. Les usines démantelées sont exportées en 1000 morceaux. C'est le passé de l'île du sucre qui s'en va à la ferraille. Le maître d'œuvre est blanc. On évacue. Pour faire place à quoi? La Chambre de commerce caresse le projet de transformer l'île en une sorte d'entrepôt, de vitrine ou de plaque tournante de l'Europe face aux Amériques. Rappelez-vous, investir en Europe sous les tropiques. La Martinique, le Macao des Antilles, pourquoi pas? Avant tout, il faut créer des consommateurs. Le hochet de luxe, le voici. À crédit, bien sûr. Ces images ont été filmées sur le même quai, le même jour. Comble d'ironie, cette voiture, à Paris, est portée au compte des exportations. Rappelez-vous maintenant les accents désespérés d'Aimé Césaire, le député maire de Fort-de-France à la tribune de l'Assemblée nationale, à 7000 km de là. La ruine et la catastrophe pour la Martinique, ce sont ses propres paroles, les voici sous le masque du confort. On démonte les usines, on construit des supermarchés, on met en place et de force une société de consommation, on multiplie les maisons d'import-export, import surtout. En valeur, nos importations ont été de quelques 2 milliards de nouveaux francs. Par contre, nos exportations en valeur ont été de 600 millions de nouveaux francs. Par conséquent, le déficit commercial est de 1400 millions de nouveaux francs, c'est-à-dire 1,4 milliard. Et ce 1,4 milliard en 1978 sont financés uniquement par des transferts publics, c'est-à-dire des dépenses publiques du gouvernement français à la Martinique sous forme d'investissement, sous forme de salaire de fonctionnaires, sous forme d'aide sociale et sous forme de financement de toutes sortes. Précisons que ces subventions de toutes sortes qui partent de Paris à destination des départements d'outre-mer sont portées au compte de l'aide au développement. Cela, c'est le bénéfice comptable de la départementalisation. Françaises et Français à part entière, clame-t-on dans les discours. Françaises et Français entièrement à part, rétorque-t-on avec humour et humeur à Fort-de-France. Les Antillais calculent que la sécurité sociale se pratique chez eux au rabais. C'est ce que les juristes de la métropole appellent faire droit aux particularismes locaux. Jonglerie de mots. Les bénéficiaires de leur côté tentent de se rattraper en jonglant avec les allocations familiales, les indemnités de femmes seules et autres rentes d'orphelins, même si les chers disparus sont simplement absents. Il faut mettre l'accent, tout ça, hein? Tout ça. Il faut aller à la ligne, là, ici, là aussi, hein? Comme ici, une mère attentive, 4 enfants, 4 pères différents, et le cas est banal. Chichine, il faut lire, il faut pas faire ça. Il faut lire, il faut lire, il faut pas faire ça. Il faut lire. Maintenant, on voit de moins en moins la présence masculine dans les foyers. Parce que la femme prend plus conscience de sa position par rapport à l'homme
de son importance dans le foyer. Et de toute façon, même avec la présence de l'homme, le Martiniquais a toujours tendance à laisser toutes les responsabilités à la femme. Alors ma foi, pourquoi ne pas prendre ses responsabilités toute seule carrément? C'est au temps de l'esclavage que le noir africain, déraciné, transplanté dans l'île et tenu sous la botte du maître blanc, a pris ce réflexe de fuir devant les responsabilités, disent les psychologues. La femme dès lors est le pivot de la famille martiniquaise. Dans ce régime matrifocal, il y a comme un divorce entre les mœurs antillaises et la loi française. Vous avez combien d'enfants, madame? J'en ai 3 enfants. Et vous vivez seule? Oui, je vis seule. Je ne suis pas mariée. Et il arrive souvent qu'une femme ait des enfants de différents pères. Oui, j'en ai un qui est différent père, c'est la petite fille. Est-ce que ça signifie qu'il y a de la part des hommes une attitude un peu irresponsable ou comment expliquer ça? Enfin, ici, quand on a des enfants, différents pères, enfin, je sais pas moi, le père n'est jamais d'accord de s'occuper de leur enfant. Lorsque vous avez rencontré ou connu le père de vos enfants, est-ce que vous pensiez qu'il allait vous laisser seul ou... En ce moment-là, vous ne pensez pas à des choses pareilles, surtout si vous aimez la personne. Parce que je vous dis, je l'aimais beaucoup. On est resté 12 ans comme ça, très bien, et puis brusquement, il est parti. C'est quelque chose qui arrive souvent en Martinique. Les pâtisseries que cette mère célibataire confectionne au logis, elle va les vendre dans la rue, car le complément naturel des allocations de toutes sortes, c'est la légendaire débrouillardise martiniquaise. Et il faut bien ça. Le chômage et le sous-emploi sautent aux yeux. Pas besoin de statistiques, c'est une vérité quotidienne. Avant même que Paris se décide à verser enfin, comme en métropole, des allocations de chômage, on est déjà passé dans les Antilles françaises du statut de colonisé au statut d'assisté. Est-ce plus confortable? Premier souci donc, trouver du travail. Il ne faut pas se fier aux apparences, la bonne humeur peut cacher beaucoup de misère. Vous avez quel âge? Moi, exactement 20 ans. Vous êtes sans travail en ce moment? Est-ce que vous avez appris un métier? Oui, mais je n'ai pas pu tirer après, c'est dommage. Quel métier avez-vous appris? La plomberie. La plomberie. La plomberie? Vous ne trouvez pas de travail? Il y a combien de temps que vous êtes sans travail? Tu préfères, hein? C'est beaucoup. Hein? Il y a combien de temps que vous êtes sans travail? Depuis que je suis né. Quel âge avez-vous? 19 ans. Et qu'est-ce que vous avez appris un métier? Un BAP commercial, agent administratif. Vous avez un diplôme alors? Ouais. Vous ne trouvez pas de boulot? Rien. Vous n'en avez jamais trouvé? Jamais trouvé. Et vous cherchez? Et encore, j'étais en train de chercher. Vous êtes inscrit à l'agence de l'emploi? Et comment est-ce que vous vous débrouillez? Oui, faisais un peu de tout, petit job par là, petit job par là. On fait une politique d'immigration assez accélérée maintenant. Il faut que tous les Martiniquais s'exilent en France pour trouver du travail. Je vais essayer de chercher plus d'abord ici, et puis si je ne trouve pas, je serai bien obligé de partir. Ça vous révolte? Oui, ça m'énerve. Je travaille, mais je suis chômeur. Vous travaillez, mais vous êtes chômeur. Vous travaillez sur un fonds de chômage. Fonds de chômage. Est-ce que vous avez une formation professionnelle? Non, pas tout à fait. Vous êtes allé vous annoncer à l'agence pour trouver de l'emploi? Oui, j'y étais. Et ça sert à quelque chose? Non. Il y a beaucoup de chômeurs dans le quartier. Assez comme ça. Hein. À votre avis, l'Agence nationale pour l'emploi, ça peut les dépanner? Non, pas du tout. Parce que moi, je connais pas mal de gens qui ont des diplômes qui ne trouvent pas d'emploi. Et même des bacheliers qui sont encore de se balader dans les rues. Tous les jours, on vous dit l'Agence pour l'emploi, l'Agence pour l'emploi. Quand il y a quelque chose en réalité, on vous demande des tas de diplômes de cet auteur. Et pourquoi? Pour une petite somme de rien. Voilà comment ça se passe ici. Des publicités pour tout le monde, mais ça ne va pas comme ça. Il y a encore trop de chômeurs là. Et ça, c'est grave? Très grave même. Et je vous assure, dans peu de temps, ça va changer, hein, parce que ça commence à devenir assez mauvais comme ça. Ça va changer comment? Eh bien, il n'y aura que des vols, voilà comment les gens pourront faire. Voler des choses, essayer de faire un faux business pour se débrouiller. Et moi, à Fort-de-France, la veille de cette interview, la Martinique avait en effet connu le premier hold-up de son histoire. Il y a de la colère. La colère, oui.
Et puis quand vous essayez de réclamer vos droits, on vous dit que vous êtes communiste. C'est tout ce que le gouvernement prend comme défense. Vous êtes communiste et puis la police dans vos trousses avec des coups de bouton, des gaz lacrymogènes et puis ça va. Vous-même, vous avez du travail? Je travaille, c'est-à-dire au Méridien que je travaille. Mais il n'y a pas longtemps, moi je suis resté 2 ans en chômage. Et je faisais de même, je me démerdais avec une vieille voiture que j'avais, je faisais du transport sans autorisation ou quoi que ce soit. Si on me rentrait, on me foutait au tol de la même façon. Alors j'ai 6 enfants, il fallait me débrouiller pour les donner à manger. Le travail se fait de plus en plus rare, alors que parallèlement, les occasions de dépenser se multiplient de tous côtés. Chaque matin, des cortèges de camionnettes quittent les entrepôts des importateurs à Fort-de-France pour aller approvisionner aux 4 coins de l'île les boutiques et les supermarchés. Un matraquage publicitaire bien orchestré invite les Martiniquais à toujours mieux consommer. Et pourtant, si les revenus populaires sont plus bas qu'en métropole, les prix sont souvent de 25 à 30% supérieurs. Les importateurs qui règnent sur l'île ne se limitent pas aux produits du marché commun européen. Dans ce panier, quels sont les produits qui sont d'origine martiniquaise? Il y en a très peu, il y a juste la banane et puis les concombres que vous voyez là. Tout le reste nous vient de l'extérieur, les tomates de France, les oranges d'Afrique et les carottes des USA. Et vous voyez, le pays produit très peu. Allocations, rentes ou salaires, quand tout va bien, venus de métropole, se transforment donc ici en capitaux privés par le jeu des denrées importées. Dernièrement, il y a eu un conflit avec les dockers du port, et ce qui fait que nous étions privés pendant quelque temps de matières essentielles. Et on a même cru que ça allait tourner à la catastrophe. Il n'y avait plus de farine pour faire du pain, il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus de beurre, il n'y avait absolument rien. Donc ça devenait très grave pour nous. Imaginez-vous que, je ne sais pas moi, nous restons, je sais pas, 1 mois avec le port bloqué. Ben, pendant 1 mois, nous ne mangerons que de la noix de coco ou du fruit à pain, c'est tout. Que les petits marchés ne fassent pas illusion. Cette Martinique, autrefois si convoitée que Louis XV la troqua contre le Canada, cette pauvre Martinique ne se nourrit même plus. Peu ou pas d'usines, une agriculture malade, un espoir peut-être, l'industrie touristique. Vous avez bien vu, des choux de Bruxelles, le marché commun sous les tropiques. C'est cela la cuisine typique importée. Méridien, Frantel, PLM, où vont les bénéfices de ces grandes chaînes d'hôtels? À qui profite le soleil des tropiques? En tout cas pas aux Martiniquais. On appelle ici le complexe touristique de la Pointe du Bout. En arrivant ici, moi qui y travaille, j'ai l'impression de changer le monde. S'il n'y avait pas la mer et les cocotiers, j'aurais l'impression de me trouver dans n'importe quel bureau de l'Europe, par exemple. Effectivement, c'est un monde à part. Pour nos auditeurs qui sont si nombreux à nous appeler ce matin pour notre grand jeu concours des énergies nouvelles, restez à notre écoute. Et oui, nous vous faisons confiance, faites-nous confiance. RCI, c'est la vie. On y va? On plonge dans cette jolie mer des Caraïbes. Un petit plongeon, nous plonger, nous caille plonger bon matin là. RCI égale Radio Caraïbes International, c'est-à-dire sous une autre étiquette, Europe numéro 1, avec son ton bien parisien et quelques touches de créole pour faire plus exotique. C'est le bagne du soleil, farniente au pays du chômage. Mais, rétorquera-t-on, l'industrie touristique est génératrice d'emplois. Quels emplois? Pour qui? Les postes à responsabilité sont occupés généralement par des métropolitains. En fait, vous verrez la population antillaise, le personnel antillais ne sera que pour des emplois subalternes comme serveuse, femme de chambre.
Mais au niveau des postes de responsabilité, il n'y a pas d'Antillais, ou très peu. Et quand il y en a, il faut qu'ils soient de haut niveau, de haute compétence, sinon... Est-ce que ça crée un sentiment de frustration? Ça crée un sentiment de frustration et je pense que ça crée un mauvais climat, une mauvaise relation entre personnel et direction, du fait même qu'il n'y a pas d'Antillais à de postes de responsabilité. Il n'y a que les métropolitains, ce qu'on appelle nous des blancs, et ce qui fait que le Martiniquais se sent mal chez lui-même. Il a l'impression de ne pas être chez lui, d'être rejeté, on ne lui fait pas confiance, et de ce fait, les clients qui arrivent dans ces hôtels ont le sentiment d'être mal reçus, enfin, généralement. Je pense que ça vient d'une part de cet aspect des choses. Le client blanc est en quelque sorte par réflexe assimilé aux métropolitains qui occupent ces positions de responsabilité ici. Exactement. Donc il y a toujours le sentiment de frustration vis-à-vis du blanc, le blanc qui est toujours le chef, le blanc qui vient et qui dispose de tous les avantages que le Martiniquais ne fait que voir, qu'entrevoir. Il n'a jamais dormi dans une chambre d'hôtel, on ne lui a jamais accordé la possibilité de manger dans un restaurant. Donc ce qui fait que au départ, il est hostile envers ce métropolitain. Est-ce que ça se traduit par un sentiment de résignation, de colère sourde ou de révolte? Résignation, ça l'a été pendant quelques années, mais maintenant je crois que ça change. Et que le Martiniquais prend conscience qu'il est Martiniquais et qu'il a son travail à défendre, son pays à défendre. Et je crois qu'on marche vers un sentiment de révolte ces temps-ci. Vous dites qu'il a son pays à défendre. Nous ne sommes pas en France ici? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. La Martinique fait partie de la France, du département français, mais ce ne sont que des mots. En réalité, on n'a pas du tout le sentiment d'appartenir à la France, d'être en France ici. Tourisme, industrie de l'humiliation, disent certains Martiniquais. Admettons, économiquement ce n'est pas le rêve. Mais y a-t-il au moins une rencontre sur le plan humain? Le touriste, tout dépend du touriste. Parce que le touriste, bon, il a l'image de la Martinique, des belles plages, etc. Mais il n'y a pas tellement de contact, d'après moi, avec la population. Et quand il veut des contacts, quels contacts cherche-t-il, à votre avis? Toujours des contacts. Bon, je vois qu'il a de faux contacts dans la mesure où il a des contacts ou avec des intellectuels, ou alors des contacts avec des gens aisés. Or, ces gens aisés se soucient très peu des problèmes des jeunes Antillais. Mais pourtant parler de touristes qui venaient avec des intentions précises ici. Oh oui, effectivement. Notamment des touristes canadiens qui viennent en Martinique avec l'intention de s'envoyer un Martiniquais. Effectivement. Quel effet ça vous fait, ça? Bon, ça nous ramène loin en arrière, ça. L'époque de l'esclavage. Le nègre est là. C'est écœurant? Oui. Est-ce que le fait d'avoir fréquemment des contacts avec des Blancs vous pose parfois des problèmes à l'égard des Martiniquais de couleur? Oui, je dois dire que les gens conçoivent très mal que je puisse avoir une attitude normale, je pense que c'est entre guillemets, vis-à-vis des métropolitains, parce qu'ils pensent que dans le contexte actuel, je devrais avoir une attitude un peu hostile vis-à-vis des Blancs, même si c'est dans le cadre de mon travail, ils ne font pas de différence. Personnellement, je ne vois pas pourquoi je devrais être plus hostile à un blanc qu'à un noir, puisque pour moi, chaque personne que je reçois est un individu comme un autre, et je ne fais pas de différence. En Martinique, bon, le blanc, quand il arrive, ben, il a toujours ce réflexe supérieur vis-à-vis de nous. Nous, actuellement, jeunes Martiniquais, nous disons non, non à cette Martinique gentille, accueillante. Nous avons nos problèmes, nous les vivons pleinement, puisqu'on fait de nous, quand nous sommes en âge de travailler, des émigrés. Donc quand nous revenons dans le pays, nous réclamons finalement les places actuellement qu'occupent les Français. Or, de plus en plus, des Français arrivent, occupent des postes que nous réclamons et que ces postes nous sont refusés. Alors que ces Français sont trop de fois de qualité inférieure. Ils n'ont pas les diplômes requis pour avoir ces postes. Et quelle image est-ce qu'on vous avait donnée de la France? Ah, une image très belle, dans la mesure où on nous a toujours dépeint le français comme
comme le château de Versailles, l'Arc de Triomphe, la France belle, l'Antillais y est bien, etc., etc. Alors que finalement, à travers toute mon expérience, bon, j'ai pu constater que ce n'est pas du tout cette image. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour vous? Bon, tout d'abord, en 67, quand je suis parti, quand j'ai laissé la Martinique, c'est la première fois où je voyais un homme lynché parce qu'il était un arabe, parce qu'il était d'une autre race. Bon, moi, en Martinique, je ne connaissais pas ça. Et lynché par qui? Par des Français. Un mois après, ma première sortie, je me vois interdit à l'entrée d'une boîte parce que je suis nègre. En 70, quand je laisse l'armée, pourquoi je laisse l'armée en 70? Parce qu'ils voulaient m'envoyer tuer des nègres au Tchad. J'ai refusé cela. Malgré la belle prime de 2,5 millions qu'ils m'offraient à cette époque. Bon, j'ai refusé cela, j'ai préféré démissionner. 70, je rentre en France, à Paris, je monte à Paris, je me marie. Fin 70, on cherche un appartement 6 mois, ma femme et moi. Et chaque fois qu'on se présente, pendant 6 mois, nous avons fait l'objet d'actes racisme de la population parisienne, dans la mesure où, chaque fois qu'on s'est présenté dans un appartement libre, les gens nous ont répondu subtilement où c'était pris, c'était occupé, ou alors directement, on ne loue pas aux nègres. J'ai l'impression d'être ridicule. Dans leurs souliers, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur monocle. À Fort-de-France, une troupe de théâtre cherche à situer le personnage tragicomique d'un Antillais qui prend subitement conscience de singer les Européens. Ce sont ces belles manières qui font ce qu'on appelle aujourd'hui à la Martinique les nègres blancs. S'ils s'exprimaient en créole, ces artistes seraient peut-être de meilleurs comédiens. Ils sont pris à leur propre piège. J'ai l'impression d'être ridicule, avec mon cou en forme de cheminée d'usine, et ces maux de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule, dans leur salon, dans leurs manières, dans leurs courbettes, dans leurs formules, dans leurs multiples besoins de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule avec tout ce qu'ils racontent, jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enrhumés. J'ai l'impression d'être ridicule avec toute cette théorie qu'ils affectionnent, au gré de leurs besoins, au gré de leurs passions, de leurs instincts, ouverts la nuit en forme de paillasson. J'ai l'impression d'être ridicule. Parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. Viens, camarade. Viens, camarade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je ne te comprends pas, tu es là de parler comme si en France les gens sont racistes. Mais en France les gens ne sont pas racistes. Les gens ne sont pas fascistes. Et t'as qu'à rentrer chez toi, Bougnoul, alors, c'est quoi ça? Ah bon, le zouzou. Et les boulous. Rentre chez toi, sale nègre. C'est quoi ça? Casse-toi. Hein? Les nègres poteaux. Oh, juif, ça c'est quoi ça? Hein? Quoi? Mais non. Boulou. C'est ça, oui. En Afrique du Sud, en Rhodésie, pas ici, pas en France. Le Martiniquais, en particulier, je parle du Martiniquais parce que je vis dans le cadre, va rechercher jusqu'à la plus petite nuance de couleur. Alors, il y aura une qui dira, bon, je crois que tu es une négresse parce que tu es beaucoup plus noire et moi je suis déjà plus claire, donc je suis brune ou je suis chabine, par exemple. Ou comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'ai un teint marron, mais je ne suis pas négresse. Et, bon, on me fait aussi souvent la réflexion, et ça ce sont des Antillais, on me traite de ça négresse assez souvent. Qu'il est difficile de ne pas avoir la peau blanche, surtout si on l'a plus noire encore que son voisin ou sa voisine. Avant même de rejeter le blanc, combien de Martiniquais ne refusent-ils pas inconsciemment leur propre couleur? Quoi d'étonnant. Journaux, télévision, revues, livres, tous ces modèles blancs proposés ou imposés au nom de la culture française ont enfoui le conflit racial jusqu'au fond même de l'individu antillais. Dans ce conflit qui le chavire, l'homme de couleur ne peut pas s'accrocher sur cette île aux racines de sa négritude, comme les Noirs peuvent le faire dans leur terre d'Afrique. L'Antillais est un enfant de déporté. Et quand il se prend à danser selon son instinct, ce n'est pas le rythme tribal qu'il retrouve, mais la lutte endiablée des esclaves, ses ancêtres. Regardez.
c'est bien de dire, bon, les ancêtres nous ont laissé quelque chose, il faut que ça vive, mais il faut aussi enrichir à partir de ce qu'ils nous ont laissé. Et puis enrichir aussi par rapport à ce que les autres peuvent aussi également nous apporter. Et à partir de ça, essayer de définir vraiment notre essence véritable. Nous sommes des Martiniquais, nous sommes à mi-chemin, nous sommes là sur une île et nous entendons bien rester sur cette île. C'est notre terre, c'est notre pays et nous entendons bien nous ouvrir également vers le monde. Nous sommes ici juridiquement, formellement, dans un théâtre de préfecture, de province ou de département français. Est-ce que vous vous sentez français? Absolument pas. C'est très là. Non, nous sommes antillais. Le problème qui se pose actuellement pour l'antillais, oui, nous ne tenons pas. Nous avons singé la France pendant pas mal d'années. Peut-être qu'on est tombé actuellement dans un travers, dans un excès contraire, à savoir singer l'Afrique, parce que le retour aux sources africaines ne doit pas correspondre non plus à une nouvelle mascarade. Maintenant, il s'agit de se situer. Sortir d'une aliénation et tomber dans une autre. Voilà. Il faut trouver la bonne mesure. Voilà. Ce que je dirais, l'identité. Tout à l'heure, vous avez parlé de négritude, mais actuellement, on parlerait plutôt d'antillanité. L'antillanité. Le mot est lâché. À travers les heures de l'histoire et des cultures, les Antillais ont une chose en commun, la mer. La mer qui toutefois les isole plus qu'elle ne les unit. Comme le Guadeloupéen, le Dominicain, le Portoricain ou le Cubain, le Martiniquais est avant tout un insulaire. Et dans l'île, l'homme le plus attaché à la mer, c'est encore le pêcheur. Un moteur hors bord, mais une barque d'un autre âge. Son prénom, Surina, son nom de famille, Marguerite. Âge, 45 ans, 11 enfants. Sa pêche préférée, la plongée, sans palme ni appareil. Un masque seulement. Surina Marguerite, un champion qui s'ignore. Ah ben aujourd'hui, j'ai pas descendu très profond. J'ai descendu à 15 mètres. C'est pas si profond. 15 mètres. 15 mètres fait 7 boisses. Alors c'est pas si profond. Et vous descendez parfois jusqu'à combien au maximum? Au maximum, je descends à 28 mètres. Quand c'est une belle pièce, quand il y en a une belle pièce au fond, je viens une belle pièce, je descends à 28 mètres. Il faut rester combien de temps sous l'eau là alors? 2 ou 3 minutes pour enfin, discuter avec le poisson au fond pour amener monter. Qu'est-ce que vous appelez discuter avec le poisson? Discuter avec la flèche et dans mes mains, et le poisson bouge, mais moi je ne dis rien. Mais... L'Antillais, buveur de rhum, insouciant et paresseux. Que reste-t-il de cette image de pacotille? Surina Marguerite, ce travailleur de la mer, ne boit pas et ne fume pas. Il passe jusqu'à 5 heures par jour sous l'eau, et cela dure depuis 30 ans. Une sorte de miracle, mais la pêche, elle, n'est pas toujours miraculeuse. Parfois, on va tout boire d'eau aussi, sans rien du tout dans le canot. Voilà, en mer, l'eau est blanche, la mer roule. Par exemple, il y a des gros coups, alors vous retournez, vous perdez l'essence, vous perdez votre journée, et puis rien du tout. La vie d'une famille de pêcheurs, c'est difficile? Ah oui? Il faut savoir administrer. C'est un vrai combat. Un vrai combat? Oui. Pourquoi? Parce que chez le marin pêcheur, il y a peu de SMIC. On part à l'aube, on revient sous le soleil brûlant de midi. C'est la pêche au jour le jour. Le poisson n'attend pas. Certes, avec de la glace et de plus grands bateaux, mais ça, c'est de la musique d'avenir. Pour ce qui est de la force, de la ténacité et du sang-froid, les Martiniquais de la trempe de Surina Marguerite n'ont rien à envier aux marins pêcheurs de Bretagne. Ici aussi, l'océan n'est pas toujours de velours. La Martinique, c'est aussi le pays des volcans, des tremblements de terre et des cyclones.
Après la fureur, les barques mortes sur la mer épuisée. Combien d'épaves secrètes dorment au fond de l'âme antillaise? On ne se laisse plus prendre au piège du soleil, de la végétation facile, des eaux caressantes. Tout peut vous être repris en l'espace de quelques heures. Voilà qui incline au fatalisme. Et ce fatalisme trouve des alliés de choix dans les esprits que, malgré le déracinement et la religion apprise, les gens des Antilles ont gardé de leur Afrique perdue. La Martinique noire est hantée. C'est l'île des peurs nocturnes. On ne peut pas dire ces choses-là en français, on les chante en créole. Tout nu, tout bleu, baby. Tu es noué comme ton gros papa. À la Martinique, la mort est chez elle. Les tombes sont souvent plus importantes que les maisons. Drôle de France. Ta mère ne dort jamais. Ton père est un cimetière. Même avec le mot fatigue, tu vas grandir. Et la nuit, tout nu au jour sans nuit, elles ont grandi enduit. Tu n'as qu'une part du poids, mais ta race a foi et foi. Courage, 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 courage. Courage, courage, ta race a foi et voix. Il semble qu'au petit matin, Aimé Césaire en doute parfois lorsqu'il contemple sa ville, le temps d'une confidence, l'espace d'un poème. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée. Un poème pour Fort-de-France, comme un regard désespéré sur la foule. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier parce qu'on le sent sien lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle dans quelques refuges profonds d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte, cette foule, à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule, si étrangement bavarde et muette. Dans cette ville inerte, cette étrange foule qui ne s'entasse pas, ne se mêle pas, cette foule qui ne sait pas faire foule, cette foule, on s'en rend compte, si parfaitement seule sous ce soleil. 100 000 citadins, la foire aux illusions. Fort-de-France, un bel exemple de tiers-monde artificiellement surdéveloppé. Paris dit et répète que les Martiniquais sont français parce qu'ils le veulent bien. 340 000 cartes d'identité de consommateurs subventionnés. C'est le mal d'outre-mer. Où conduira cet écœurement qui remue secrètement les entrailles de l'île, presque épuisée au pied de son volcan? Où est le remède? Alors, le remède, à mon avis, évidemment, c'est une situation tellement complexe et tellement unique qu'il est difficile de proposer un remède simple qui consisterait simplement à dire, bon, il faut l'indépendance politique, par exemple. Le dire tout simplement ne veut rien dire. On peut dire qu'à long terme, on doit s'orienter vers l'indépendance politique. Mais dans le court terme, et dès maintenant, il y a des choses qui sont possibles. Et ceci déjà dans le statut dans lequel nous nous trouvons. Il est possible dès maintenant de développer au niveau des individus une mentalité indépendante. Une mentalité indépendante signifie d'abord le refus d'un certain nombre de valeurs culturelles liées à la société de consommation, liées à la société de dépendance, et la tentative de la part des individus de créer eux-mêmes leurs entreprises indépendantes, leurs activités indépendantes, leur culture indépendante. Ceci a déjà commencé, il faut le dire. Mais ce n'est pas organisé de façon systématique ou suffisamment systématique. Un exemple. Alors que nous cherchions un indice d'espoir dans cette Martinique des profondeurs un peu déprimante, c'est la filière de l'amitié qui nous a conduits presque par hasard jusqu'à ces 4 gars. Oh, les statistiques des ministères, on s'en doute, ne font pas mention de leurs efforts. Économiquement, il faut bien dire qu'ils ont un peu l'allure de maquisards. Des maquisards bigrement astucieux, toutefois. N'ont-ils pas eu l'idée, les premiers à notre connaissance, et nous avons parcouru l'île en tous sens, d'introduire dans ce terrain accidenté la culture en terrasse? Le plus grand obstacle qu'ils ont dû franchir au départ
a été de trouver du terrain à louer. Et pourtant, ils se contentent d'1,5 hectare, partiellement récupéré sur une décharge publique. Les choses vont ainsi à la Martinique que bien des propriétaires préfèrent laisser des terres en friche plutôt que de concéder à qui que ce soit un quelconque droit sur leur domaine. Vous avez quel âge? 34 ans. Et vous avez été pendant quelques années? Militaire, puis agent SNCF, et puis au cours d'une réunion, au cours d'un défilé, place de la Bastille, j'ai compris que j'étais un étranger dans toute cette foule. Puis je suis revenu. Ça a été une décision politique, un choix. Revenu pour devenir petit agriculteur? Oui. En abandonnant tous les privilèges du fonctionnaire? Tout vendu, et finalement, je me suis acheté un petit motoculteur avec ce que j'ai pu récupérer d'un poste de télé, d'une chambre à coucher, etc. Et quelle est la motivation qui est la vôtre, finalement? Elle est politique. Vous pouvez la définir en une phrase? Oui, l'indépendance de Martinique. Et à votre avis, il faut la conquérir avec une pioche à la main, un sarcloir? Je crois que, bon, il faut d'abord démontrer notre capacité en tant que jeune, et puis après, bon, suivant que ça se dessine plus ou moins bien, il faudra la conquérir. Non, mais j'entends, il faut donner la preuve de quoi? Que nous sommes capables de nous assumer, de prendre des responsabilités, parce que jusqu'à présent, bon, il y a un petit proverbe qui court, même entre nous, Martiniquais, nous sommes bons à rien. Vous voulez prouver le contraire? Ah oui. Vous avez quel âge, Patrick? 21 ans. Et pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi avez-vous rejoint? C'est-à-dire que, bon, au lieu d'aller en France, et sans passer par des détours, moi je considère la Martinique comme étant un pays colonisé. Et s'il nous faut avoir une économie dite martiniquaise, je pense qu'il faut voir dans l'optique de l'agriculture premièrement. Je ne dis pas que tout le monde puisse faire de l'agriculture, mais je vois qu'il faut voir d'abord dans l'agriculture. Donc il faut faire cesser ce slogan qui veut que la Martinique ne produise plus rien. Surtout. Le Martiniquais est fainéant, mais ils n'ont jamais pris conscience que nous évoluons dans un contexte où les parents nous obligent les enfants à être fainéants, puisqu'ils ne les poussent pas au travail. Notamment lorsqu'on voit les jeunes ici qui roulent en grosse voiture. Ce sont des exemples banals, mais qui sont réels. C'est une réalité martiniquaise, ça aussi. C'est dû à une condition, un conditionnement constant et latent. Ou quand vous voulez, c'est ça. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Vous avez le projet, je crois, de constituer une coopérative? C'est ça. C'est un projet qui me tient à cœur, puisque, étant donné qu'il y a actuellement pas mal de petits agriculteurs, nous avons l'intention de créer une coopérative agricole de production et de consommation qui alimenterait d'abord le marché local pour détruire un peu les prix catastrophiques, notamment après les cyclones David, etc., qui sont montés en flèche, et puis créer quand même une ambiance économique. C'est ça. Actuellement, est-ce que votre travail est rentable? Non. Non, pas du tout. On fait de la survie pratiquement. Oui. On fait de la survie. Vous travaillez presque à perte? Oui, à perte. On travaille à perte. On travaille à perte. Il y a 5 ans que vous vous battez? C'est ça. Vous n'êtes pas découragé? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Vraiment, au contraire. Au contraire. Tout ce qu'on gagne, on réinvestit le lendemain. Ne serait-ce qu'en engrais, même si le sac d'engrais augmente tous les mois, mais ce n'est vraiment pas un problème. Parce qu'on se sent concerné et déjà, on procure un certain intéressement vis-à-vis des jeunes, ne serait-ce que par la situation. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, finalement. Quand je leur explique cela, c'est que nous, notre but n'est pas de faire du pognon. Notre but, c'est de survivre pour le moment, pour être prêt demain à prendre des responsabilités. Donc, notre but n'est pas d'avoir un bout de terrain pour défendre ce bout de terrain contre des Martiniquais demain matin. Non, pas du tout. Notre but, c'est d'avoir une certaine technique qui puisse demain matin nous permettre, dans une Martinique indépendante, d'être de vrais agriculteurs, de vrais professionnels qui apportent quelque chose économiquement à l'île. Essayez toute force, dis pas van fond. Essayez toute force, dis pas van fond. Essayez. Ainsi les cultures en terrasse. Les voisins qui les prenaient tout d'abord pour des fous s'apprêtent maintenant à les imiter. Recommencer par le commencement. C'est ainsi que sur un lopin de terre, au flanc d'un volcan, on retrouve ses racines et on cultive l'espoir. C'est cette dernière image que nous préférons garder de la Martinique.